Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bien, bonsoir chers amis, auditeurs. Gérard Grosjean et Isaac Franco sont heureux de vous retrouver. Bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Et nous avons maintenant passé le premier obstacle. Israël a passé le premier obstacle dans les élections anticipées qui étaient organisées. On peut dire que le premier round est terminé. Nous avons donc maintenant une composition de la Knesset avec les différents partis qui vont y siéger. Le deuxième round s'est ouvert hier, dimanche, avec les consultations par le président Reuven Rivlin des différentes formations politiques à l'effet de désigner la personne qui sera chargée de constituer le gouvernement, pouvant garantir qu'il dispose d'au moins 61 sièges à la Knesset, donc une majorité. Et sur la base de ces propositions, le président Rivlin va désigner, devinez qui ? Benjamin Netanyahou, qui, à l'heure actuelle, semble pouvoir disposer de 67 mandats sur les 120 de la Knesset, qui est une majorité suffisamment confortable. On va le dire comme ça, suffisamment. Aussi confortable que celle de 2009 à 2013. Voilà. Alors, on va peut-être rappeler les résultats en nombre de sièges. Donc, après une incertitude, je crois qu'il faut parler d'abord des défaillances des instituts de sondage. Défaillances aggravées par, je dirais, le manque de professionnalisme des médias. Qui ont tous emboîté les mêmes trompettes de la renommée, prédisant la défaite de Netanyahou et des Likoud. Lors de la dernière soirée électorale que nous avons tenue ici même avec Isaac et Maurice, nous nous sommes quittés juste avant minuit avec des projections qui donnaient coude à coude le Likoud et l'Union sioniste, avec soit 27 sièges, 28 sièges, selon les estimations, selon les chaînes de télévision israéliennes. Et le lendemain matin, c'était la surprise un peu identique à celle que nous avions eue en 1996, lorsque le soir nous avons quitté le cercle Ben Gurion avec Shimon Peres élu, et le lendemain matin c'était Bibi Netanyahou. Voilà le genre d'aléa de la politique moyen-orientale. Alors, les chiffres qui maintenant sont confirmés, je vais les répéter: le Likoud, 30 sièges. L'Union sioniste, 24. Le troisième parti, si on peut appeler ça un parti, enfin coalition, la liste arabe unie, qui comporte 13 sièges. Puis Yeshatid, 11 sièges. Kulanu, le parti de Moshe Carlon, 10 sièges. Abayit HaYehudi, 8 sièges, excusez-moi. Chasse, 7 sièges. La Torah unifiée, Judaïsme et Torah unifiée, 6 sièges. Israël Betenu, 6 sièges. Le Meretz, 5 sièges. Et le dernier parti, Yahad, n'a pas obtenu l'entrée au sein de la Knesset, 0 siège. Voilà un petit peu l'échiquier tel qu'il se présente aux yeux du président Rivlin. Et à partir de là, des consultations ont déjà eu lieu entre Bibi Netanyahou et les chefs des partis susceptibles de lui accorder leur appui en vue de constituer un gouvernement crédible. Alors, on va peut-être développer un petit peu à ce stade la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ça peut changer, mais aujourd'hui, voilà la situation. Alors, c'est le plus petit nombre de partis représentés à la Knesset, 10 sur les 26 qui étaient au départ, depuis 1992. Il y a 10 partis représentés à la Knesset, vous les avez tous énumérés, et celui qui est juste passé à la trappe parce qu'il était juste en dessous des 3,25%, donc juste en dessous des 4 députés au Parlement, c'était Yahad, donc le parti de Eli Ishai. Il faut rappeler que le parti de Lieberman et le parti de Galon, Meretz, ont failli également passer à la trappe. Ah, ils ont franchi le seuil. Meretz
Oui, juste un siège de plus que le minimum, Béthénou 6. Ça reste, je ne parle pas de Meretz qui, lui, est peu ou prou à la même mesure qu'à la précédente consultation, mais pour Béthénou, c'est un des gros vaincus de la dernière élection, puisqu'il vient de 13 sièges. 13 sièges à la Knesset pour passer à moins de la moitié. C'est considérable comme perte d'influence. On se rappellera que la dernière consultation, la liste commune Likoud Israël Béthénou avait fait 31 sièges, 18 pour le Likoud et 13 pour Israël Béthénou, ce qui veut dire que le Likoud est passé de 18 à 30. 18 à 30. Il a gagné 12 voix, c'est-à-dire qu'il a gagné 2/3 de sa représentation de la dernière élection. C'est énorme. Alors cette perte de substance du parti de Lieberman risque de peser lors de la constitution d'un futur gouvernement. D'autant que ces 6 sièges ne sont pas, en termes purement arithmétiques, nécessaires pour avoir la majorité, puisqu'on est à 67 sièges, moins les 6, ça fait encore une majorité, c'est vrai, extrêmement étroite, de 61. Donc, c'est certain qu'on est moins gourmand et qu'on a moins de raisons d'être satisfait lorsque on pèse 6 sièges que lorsque, dans une coalition, on en pèse 13. Et c'est certain qu'il devra en rabattre sur ces prétentions. C'est évident. Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des erreurs des instituts de sondage. Je rappelle que nous, déjà, lorsque nous étions en direct à l'antenne le mardi, cette fameuse soirée élection que nous avions commencé avec Maurice Blibaum à 18h30 jusqu'à 23h30, donc pendant 5 heures de direct, vous avez pu entendre la vie électorale israélienne minute par minute, et c'était sur Radio Judaïka. Nous ne cessions de répéter qu'il fallait être extrêmement prudent. Alors de 18h30 à 21h, c'est certain, parce que nous n'avions que les sondages à commenter, et à partir de 21h, nous avions des exit polls, c'est-à-dire sortis des urnes avec des projections, et nous disions attention, soyons prudents, ces exit polls, ce ne sont pas le résultat de dépouillement, il faudra attendre celui-ci ou ceci avant de pouvoir avoir des commentaires définitifs. Nous nous sommes couchés en effet sur un résultat qui était déjà un très beau résultat pour Likoud, qui était passé de 18 à, le créditait-on à cette époque, à ce moment-là de la soirée, à 27-28, ce qui était déjà un bond considérable de 10 sièges, et on créditait effectivement l'Union sioniste, ma foi, d'un très très beau résultat, puisqu'on lui donnait le même nombre de sièges, 27 ou 28. Sachant que, à la précédente consultation, à la précédente représentation à la Knesset, l'ensemble des deux partis, Avoda et Atnoua de Tzipi Livni représentaient 21 sièges, 14 pour Avoda, 7 pour Atnoua, ça fait 21. Passer de 21 à 28 ou à 27, ça faisait un bond assez significatif aussi. Et donc, tout le monde pouvait s'estimer satisfait. Union sioniste, parce que ils avaient progressé au point de pouvoir revendiquer peut-être d'être le premier parti d'Israël, et le Likoud, d'abord pour ne pas avoir connu la débâcle qu'on lui promettait, mais même d'avoir eu un bond déjà à cette heure-là de la soirée considérable. Et puis nous avons tous été nous coucher, en effet. Et après le coucher, il y a le lever. Et qu'est-ce qu'on entend au lever ? Eh bien que non, le Likoud n'a pas fait 27 ou 28 sièges, il en a fait même 30. Et l'Union sioniste n'en a pas fait les 27 ou les 28 qu'on lui promettait, mais seulement 24, ce qui fait une progression de 3 sièges seulement par rapport à l'élection précédente, puisqu'il serait passé de 21 à 24. Le Likoud, lui, donc, est passé de 18 à 30. C'est le grand vainqueur, incontestablement, des élections, qui a ainsi démenti tous les sondages qui s'étaient avancés, tous à l'unisson d'ailleurs, pour prédire une victoire nette, franche, sans bavure, en tout cas dans le premier round de ces élections à l'Union sioniste, qui allait recueillir 4 à 5 sièges d'avance sur le Likoud, et qui serait probablement pressenti pour essayer de former une coalition, même si on le créditait de moins de chances de réussir dans cette entreprise que le Likoud, qui, même battu, aurait dans sa poche une coalition toute formée plus facilement que le centre-gauche. C'est évident que lorsqu'on se réveille avec les résultats que vous avez énoncés tout à l'heure, ça change considérablement la donne, ça change également les chances de voir l'une ou l'autre coalition être privilégiée. Aujourd'hui, il y a désormais peu de place
à cette hypothèse que nous formulions pendant toute cette soirée, cette hypothèse qui semblait même avoir la corde, c'était une union nationale, un gouvernement d'union nationale, avec le Likoud naturellement, et l'Union sioniste, et avec des partis centristes pour arriver à 75 sièges à peu près. Bien, plus de raison pour Netanyahou de favoriser cette option, d'autant que la gauche elle-même a dit qu'elle n'était pas preneuse, qu'elle ne désirait pas du tout gouverner avec le Likoud, qu'il lui laissait prendre sa responsabilité, qu'il allait être dans l'opposition. On a cette preuve maintenant dans les consultations dont vous avez parlé hier entre le président de l'État et aujourd'hui avec les différents chefs de parti, puisque vous savez, vous disiez justement que le premier round est terminé, le deuxième round est maintenant bien engagé, puisqu'il y a eu ces consultations, elles sont terminées. Le président a interrogé chacun des chefs de parti pour savoir qui il souhaitait que le président désigne comme formateur. C'est des fiches de vœux, quoi. Voilà, c'est exactement cela. Et donc on demande à chacun des partis, qui voulez-vous que je nomme comme formateur ? Et c'est celui qui recueille le plus de suffrages que le président nomme. Eh bien, à aujourd'hui, après qu'il ait rencontré ce matin donc Beteinu, Meretz et Kulanu, il ressort que Benjamin Netanyahou recueille 67 suffrages pour que le président 67 demandes formulées sur 120 au président de l'État de le nommer comme formateur. Herzog n'en a recueilli que 29, c'est-à-dire les 24 de sa propre liste, plus les 5 du Meretz, et il y a 24 sièges, c'est-à-dire 2 partis qui ne se sont pas prononcés sur le nom d'un Premier ministre à suggérer au président de l'État. Il s'agit de la liste prétendument unie arabe, qui comprend donc 13 sièges, et Yeshatid qui a dit au président qu'il n'avait pas de nom à lui suggérer, qu'il se mettait en réserve, qu'il allait faire de l'opposition, et donc il n'avait pas de préférence pour l'un ou l'autre nom. Donc cela fait que sur les 120 sièges, eh bien, 96 se sont prononcés, 67 pour Benjamin Netanyahou, 29 pour Herzog. Il n'y a donc pas photo. Ce sera le Premier ministre sortant qui sera le reconduit. Premier ministre qui sera reconduit. Et dans le cadre, la coalition attendue, qui ne serait pas vraiment une surprise si elle se voyait confirmée dans les 42 jours de temps qu'a confié au Premier ministre le temps de constituer sa coalition, on s'oriente plus que vraisemblablement sur une coalition regroupant 6 partis, le Likoud, 30 sièges, Kulanu, 10 sièges, ça fait 40, Bayit Hayoudi, 8 sièges, ça fait 48, les 2 partis religieux, Chasse et Judaïsme unifié Torah, 7 et 6, ça fait 13 sièges, et 48, ça fait 61 sièges au total, et Israël Beteinu 6, ça fait 67 sièges, et donc une majorité relativement confortable, homogène, cohérente, du genre de celle qui existait en Israël de 2009 à 2013. Voilà, à ce stade-ci, ce qu'on peut dire de ces élections pleines de surprises, qui ont bien montré une chose qu'il faut mettre en évidence. D'abord, la fragilité des sondages, des résultats des instituts de sondage, qui, si et quand ils n'étaient pas malhonnêtes, ont été, je dirais, trompés par la versatilité des électeurs israéliens, que nous avions souligné d'ailleurs lundi dans notre dernière émission comme mardi. Nous avions dit attention, les Israéliens sont des électeurs particulièrement volatiles, versatiles, d'humeur, et ce qu'ils disent de leurs intentions de vote ne dit pas nécessairement... Pas toujours en adéquation avec la façon dont ils votent. Exactement, la manière dont ils vont effectivement voter, et on en a une preuve tout à fait évidente ici. Un dernier commentaire avant d'aller plus loin, c'est un retour, si vous voulez, aux grands partis, c'est-à-dire que les moyens partis sont devenus des grands petits partis. Le Likoud a retrouvé un niveau intéressant, 30 sièges, la liste de gauche, 24 sièges, ça fait longtemps qu'on ne les voyait pas à ce niveau, ce qui veut dire que 54 sièges sur 120, ou 54 sièges sur 107, si on ne compte pas les partis antisionistes, puisque la Ligue arabe unie se déclare explicitement antisioniste. Donc 54 sur 107, c'est-à-dire la moitié, est constituée des 2 grands partis traditionnels israéliens. Alors, le deuxième round a commencé.
il va falloir attendre maintenant la désignation officielle par le président Rivlin du formateur, de celui qui sera le formateur, comme on dit ici en Belgique. Oui. Et ensuite, le travail est pour Bibi Netanyahou, qui va devoir reprocéder aux consultations nécessaires et affronter, je dirais, la marée de revendications pour les postes ministériels, parce que la plupart des partis concernés ont déjà des revendications. Ils les avaient même avant l'élection. Oui. Pour ne citer que quelques-uns, Lieberman revendiquait la défense. Oui. Nous avons Carlon qui revendiquait les finances et l'économie. Nous avons Miri Regev qui revendique le logement. Puis, pour les affaires étrangères, c'est Naftali Bennett qui semble se profiler comme un candidat qui souhaite vraiment obtenir ce poste. Donc, il va falloir partager le magot des nombres de postes ministériels, compte tenu déjà qu'il y a au moins 10 postes ministériels qui devraient revenir au Likoud dans le partage du gâteau, que le nombre total de postes ministériels ne permet pas de contenter tout le monde. Et il est envisagé également de préparer une loi qui permet d'avoir un nombre supérieur de ministres, je crois que c'est 18, qui est la limite légale actuellement, pour pouvoir contenter tout le monde. Mais il y aura sans doute des déçus. On peut pas. Il y a des postes sur lesquels il y a presque 10 personnes qui se profilent. Il va falloir faire des arbitrages. Il faut faire confiance à Netanyahou avec son sens des réalités et son pragmatisme pour ne décevoir personne. Ne pas trop décevoir. Pas trop décevoir et conserver ainsi le capital crédit qu'il a acquis à l'issue des élections au sein de ces partis qui font l'appoint pour obtenir la majorité requise à la Knesset. Tout à fait. Alors, vous avez raison. Il y a dans cette coalition de 67 sièges, si elle se confirme, et tout le laisse penser, il y a 10 sièges qu'apporte en dot Kulanou de Carlon, qui est ce député qui est issu des rangs du Likoud. C'est un likoudnik extrêmement intransigeant, très dur, très radical lorsqu'il s'agit de parler de la question palestinienne, mais qui, sur le plan social, économique, a lui une fibre qu'on appellera, pour faire bref, et tout le monde comprendra ce qu'on veut dire ici, une fibre de gauche. Et c'est une personne... Je dirais plutôt une fibre sociale. Appelons ça comme ça. Vous avez raison. Mais en tout cas, il a un apport indispensable pour franchir le seuil de 61 sièges. Et donc, c'était un peu le personnage qui était pressenti pour être le faiseur de roi. Celui dont les sièges, lorsqu'ils allaient à la droite, lui permettaient de franchir le seuil, d'avoir une coalition. Et s'il n'y allait pas et qu'elle allait à gauche, on était devant une crise, puisque ni la gauche, même avec Kulanou, n'avait la majorité, mais privé des sièges de Kulanou, Netanyahou n'avait pas non plus la majorité. Donc, il avait, si vous voulez, le sort de la prochaine coalition dans les mains. Il a bien joué son atout et les atouts qu'il avait dans son jeu, et il a exigé et obtenu d'ailleurs, semble-t-il, mais on va voir, c'est pas la première fois que Benjamin Netanyahou promet quelque chose qu'il ne tient pas, parce que à la précédente occasion, il avait déjà promis le ministère des Finances à ce même Carlon, pour après le lui retirer et les donner à Yesh Atid, parce que les équilibres de la coalition ainsi fondée, ainsi créée en 2013, l'exigeaient. Donc, Carlon est échaudé, il n'a pas envie de connaître la même mésaventure, et il semble avoir trouvé le moyen de ferrer Netanyahou pour que cette fois il tienne sa promesse. Il lui donne effectivement ce grand ministère des Finances. Il ambitionne d'avoir en plus des finances pour casser ses monopoles et pour obtenir, sur le plan des monopoles, sur la baisse des prix des matières de première nécessité, des produits alimentaires de première nécessité, de faire, si vous voulez, le même travail remarquable qu'il a accompli pour casser les monopoles et les prix dans la télécommunication. Et donc, c'est là qu'on l'attend, c'est de réussir ce qu'il a fait dans les télécommunications pour les produits de première nécessité, et également pour casser ces monopoles qui, c'est vrai, corsettent la vie économique israélienne et qui font que, il y a des ententes qui font que les prix sont
exagérément cher, élevé et souvent inaccessible pour une trop grande partie de la population israélienne. Voilà là où on l'attend. Et le logement, il le demandera aussi, même s'il y a d'autres qui se pressent pour avoir ce portefeuille, le logement, parce que sa deuxième ambition, en plus de faire baisser les prix que j'évoquais, c'est de faire baisser les prix du logement pour les Israéliens. Et bien, contrôler le ministère du logement, c'est une manière d'avoir la main sur cet aspect essentiel dans les préoccupations de tous les Israéliens, qui qu'ils soient. Donc, on va beaucoup se disputer. Il semble que pour les finances soit acquis. Le logement, ce sera entre Likoud et Kahlon. Le ministère des Affaires étrangères, 3 noms circulent. C'est celui de Sylvan Shalom, c'est celui de Bennett et c'est celui de Yuval Steinitz. C'est pas tout à fait un hasard non plus que Steinitz se trouve pour l'instant en Europe. Il était à Paris hier, il sera peut-être à Londres et ou à Berlin ces 2 prochains jours, parce qu'on l'a envoyé, le Premier ministre l'a envoyé pour essayer de raffermir les capacités de résistance des Européens à la volonté absolue des Américains d'arriver à un accord avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Donc, il y a beaucoup de fer au feu, il y aura certainement des gens insatisfaits, mais il n'y aura pas que 18 postes de ministres à distribuer si on n'arrive pas à les augmenter à un nombre supérieur. C'est aussi les commissions à la Knesset qui sont importantes, entre autres la commission des finances à la Knesset. Et là aussi, sur cette commission, Kahlon de Koulonou lorgne et a manifesté déjà ses intentions de la briguer, de la revendiquer, cette présidence de cette commission. Je voulais dire un petit mot sur les élections, encore une fois, et sur ce qu'elles ont montré. On a beaucoup dit que ces élections se sont passées, que les 2 points qui étaient discutés dans ces élections, c'était la sécurité d'une part, où on créditait le Likoud d'une avance en termes de crédibilité, et le social, où on créditait la gauche d'une avance en crédibilité. Or, il se trouve que ce n'est pas ça du tout qui a emporté l'adhésion finale des Israéliens, c'est un facteur identitaire. Et lorsque Benjamin Netanyahou a mis sur la table de ces élections tout cet aspect identitaire de ce que les Israéliens veulent continuer d'être, de la manière dont ils sont, on s'est aperçu que ce qui a décidé finalement une majorité d'électeurs, une majorité relative, à faire pencher la balance en faveur du Premier ministre sortant, c'est plus encore que la sécurité, plus encore que cet aspect économique et social, cet aspect identitaire, ces Israéliens qui veulent continuer d'être ce qu'ils sont aujourd'hui et qui ne veulent pas perdre cette identité et qui considèrent ou qui pensent que la personne la plus à même de garantir la pérennité de cette identité, c'était Benjamin Netanyahou. Oui, il y a également eu, je pense, des reports de voix d'électeurs qui pensaient voter pour Naftali Bennett et qui finalement se sont reportés sur le Likoud, sur Bibi Netanyahou, de façon à ne pas disperser des voix et lui permettre d'avoir ce capital nécessaire pour emporter la victoire au premier tour. Pour revenir un instant sur les ministères convoités, il y a également le ministère, pour le ministère de la Défense, Naftali Bennett, Lieberman à la Défense, Bennett aux Affaires étrangères, mais Moshe Ya'alon, qui est toujours ministre de la Défense et qui n'a pas démérité, est susceptible de conserver son poste. Semblable même. Même s'il y a encore 2 autres membres du Likoud qui sont en attente, notamment Gilad Erdan et Yuval Steinitz, qui est aujourd'hui à Paris, ou à Londres, justement pour essayer de surveiller le processus 5+1 plus Iran en matière nucléaire militaire. Vous avez également Yoav Gallant, qui est également candidat pour le portefeuille de la sécurité, qui était également réclamé par Naftali Bennett. Oui, il y a toute un florilège. La cuisine. Ça, c'est la cuisine qui va avoir quoi. C'est des savants dosages et gageons que le Premier ministre est un maître en la matière, il connaît sa cuisine électorale mieux que personne et il saura trouver les déséquilibres les moins insatisfaisants pour chacun. Et enfin, un dernier poste qu'on considère comme un poste régalien, c'est la justice, qui était détenue par Tzipi Livni,
qui elle avait mis l'accent plutôt sur les négociations avec Saeb Erekat pour les pourparlers israélo-palestiniens. Et là, pour la justice, il y a un candidat qui se profile, qui est Benny Begin, le fils de Menachem Begin, qu'on est allé rechercher. Qui s'était mis en congé de politique pendant quelques années et qui finalement pourrait être un candidat très sérieux pour cette fonction très importante. Je voudrais rebondir sur un des points que vous avez évoqués. C'est effectivement la force du Likoud à droite. Elle est la conséquence de cette vampirisation des autres partis, de ses alliés concurrents, parce qu'Israël Beiteinu comme Bayit Yehoudi sont des concurrents, sont des alliés potentiels, mais en même temps, il les a littéralement vampirisés. Il a sucé son électorat. C'est le vote utile qui a prévalu. Ah oui, mais je veux dire, lorsqu'on voit Bennett qui passe de 12 sièges à 8, autres vaincus d'ailleurs de ces élections, avec Israël Beiteinu, c'est pas un hasard que les deux grands vaincus de cette consultation, eh bien, en plus du centre Yeshatid qui passe de 19 à 11 sièges, ce sont les deux partis de droite, satellites du Likoud, c'est-à-dire Beiteinu qui est passé de 13 sièges à 6 et Bayit Yehoudi qui est passé de 12 à 8. Toutes ces voix qu'ont perdu ces deux partis de droite sont allées au Likoud, qui a rétabli, si vous voulez, son impérium sur le paysage politique au centre et à droite du paysage politique israélien. Et ça, c'est tout à fait remarquable. C'est un rétablissement tout à fait étonnant qui en a énervé plus d'un. D'ailleurs, on va débattre de cela dans la deuxième partie de notre émission. Mais ce que je note aussi, c'est que si effectivement il a énervé beaucoup de monde dans la communauté internationale, il en a satisfait quelques-uns aussi. Quelques-uns qui ne le diront jamais, même sous la torture, mais qui sont très satisfaits de retrouver Netanyahou au poste de Premier ministre. Je pense aux alliés objectifs d'Israël désormais au Proche-Orient, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Jordanie, sont très heureux, et certaines monarchies du Golfe qui sont très heureuses d'avoir à la tête de l'État d'Israël une personnalité crédible pour faire contrepoids à l'administration américaine. Mais ce sont les Israéliens qui ont fait preuve d'une belle indépendance d'esprit et d'une belle capacité de résistance à ce matraquage médiatique et politique qui voulait leur faire penser que s'ils avaient le toupet de réélire Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre, les portes de l'enfer allaient s'ouvrir sous leur chaos. pied. Absolument, c'était le chaos. Et donc là, ils ont manifesté une belle résilience, une belle capacité d'indépendance et de une manifestation de souveraineté. C'est nous, Israéliens qui devons voter, vous n'allez pas nous dire comment nous devons voter, vous n'allez pas nous dire quelles devraient être nos préoccupations essentielles. Voilà, nous votons en pleine conscience. Je veux dire, c'est une belle manifestation d'indépendance d'esprit de l'électorat israélien. Voilà, merci. Nous reprenons Chercher l'erreur et nous abordons peut-être cette deuxième partie de notre émission sur les conséquences, sur les relations internationales de la victoire du Likoud et de Bibi Netanyahou. On peut dire que c'est la victoire de Bibi Netanyahou. C'est très personnalisé, mais c'est véritablement ce qui colle le plus à la réalité. Et où certains leaders de pays étrangers avaient déjà enterré Bibi Netanyahou, estimant qu'il serait submergé par des votes en faveur de l'Union sioniste et d'autres partis, et qui se retrouve maintenant avec Bibi, le revoilà. Coucou, le revoilà, le retour. Et je dirais, en tête de ces leaders étrangers, on ne peut pas penser à quelqu'un d'autre que Obama. Barack Obama, qui a véritablement fait feu de tout bois pour détruire la coalition de Bibi Netanyahou, déjà dès le début du gouvernement en 2012, qui tout au long de son mandat a essayé de malmener l'équipe Netanyahou, de l'humilier, de ne pas le recevoir lorsqu'il venait aux États-Unis, et qui avait créé même un organisme, le V15, V15, composé d'étudiants et de chômeurs recrutés à cet effet pour faire une campagne politique tous azimuts, tout sauf Bibi. C'est ça. Et voyons bien que cette campagne a malgré tout échoué, malgré tous les fonds qui ont été engagés, cette forme d'ingérence politique étrangère qui est
véritablement scandaleux, n'a pas eu les effets escomptés, et c'est heureux. Ça pourra peut-être éviter qu'à l'avenir, une autre tentative survienne, et qu'on laisse les électeurs israéliens se déterminer eux-mêmes, en conscience, sur leur avenir, sur leur présent, sur leurs priorités, et sur le choix de leur gouvernant. Alors, tous les peuples ne sont pas des veaux, hein. Et ça, c'est ce que disait De Gaulle à propos des Français. Voilà. Avant notre interruption pour le rappel des titres, les Israéliens ont montré une belle indépendance d'esprit et une volonté de ne pas se laisser dicter leur choix par des pressions et des campagnes médiatiques qui ont fait de Benjamin Netanyahou le personnage le plus détesté, le plus diabolisé de l'histoire d'Israël pratiquement. Et ça a fini par se retourner contre les artisans de cette campagne qui consistait à diaboliser Benjamin Netanyahou pour essayer de le tuer politiquement. Parce que les Israéliens, même s'ils ont des réserves à l'égard de Netanyahou, savent que ce n'est pas un monstre. Et vouloir à tout prix le faire passer pour ce qu'il n'est pas, ça a passablement irrité les Israéliens qui, dans un réflexe d'Afka, eh bien, puisque tu veux que je vote contre Netanyahou, je vais voter pour Netanyahou. Et donc, c'était un mauvais calcul, c'était un extrêmement mauvais calcul, et la frustration, la colère presque, dirais-je, dans certaines chancelleries, et vous avez raison de mentionner en tout premier lieu la Maison-Blanche, cette frustration, cette colère, elle est à la mesure, elle est proportionnelle à l'espoir que toutes ces chancelleries avaient nourri de se débarrasser à la faveur de cette consultation électorale, une fois pour toutes, politiquement, de Benjamin Netanyahou. Ils en ont été pour leurs frais, avec leurs espoirs, ils pensaient en avoir fini avec lui, et bien il se trouve que Benjamin Netanyahou enterrera politiquement Barack Obama, puisqu'il lui survivra. Il survivra politiquement dans l'agenda, en tout cas aux prochaines élections américaines. Il sera là lorsque Barack Obama devra plier bagage et laisser la place à un futur locataire. Donc, maintenant, la colère est à la hauteur de l'espoir, et il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'on entende la manière dont cette colère s'articule, se verbalise. Et en effet, le président américain est fâché tout rouge. Et il le fait savoir sur tous les tons, il ne décolère pas et il se comporte même d'une façon assez, pathétique pour un président... incivil. Oui, et même pathétique, c'est assez tragique de voir un président américain se comporter d'une manière aussi infantile, je dirais aussi grotesque, à l'égard du Premier ministre démocratiquement élu, de son principal allié, d'une région aussi sensible que le Proche et Moyen-Orient. Ça n'a pas de sens lorsqu'on fait des courbettes et des salam alek, qu'on déroule le tapis rouge aux Iraniens, qu'on dit qu'on va devoir parler avec la Syrie, avec Assad, et que dans le même temps, on parle avec tous les ennemis de l'Amérique, mais qu'en même temps, le seul allié solide, fiable, qui a toujours voté avec l'Amérique, qui ne s'est jamais éloigné de l'Amérique, eh bien celui-là, on le fait passer pour un politicien paria à la tête d'un État qu'il faut s'employer à isoler. Et on met 48 heures à le féliciter de son élection. On met 48 heures à le féliciter pour son élection, et encore, ces félicitations étaient bien amères. Du bout des lèvres. Mais c'est effectivement jeudi seulement que le président américain s'est enfin décidé à décrocher son téléphone pour dire tout le fiel que lui inspirait cette réélection, lorsqu'on pense que aussitôt élu Rouhani, le président iranien, avait ou Morsi, eu droit en Égypte, à un coup de téléphone du président américain, que Mohamed Morsi, le président très très fugace de l'Égypte, qui venait des frères musulmans, avait lui aussi eu droit à un coup de fil immédiat du président américain, lorsque à la première élection de Obama, on se rappellera en 2008, que le premier chef d'État ou chef d'organisation ou d'autorité qu'il avait appelé, le premier non-américain à qui il avait téléphoné, c'était Mahmoud Abbas, pour lui dire « je vous promets de vous donner un État ». Et donc, on voit
cette espèce de colère toute personnelle, cette inimitié toute personnelle qui brouille la capacité de jugement du président américain, qui semble désormais faire de son combat contre Benjamin Netanyahou, sa marginalisation, l'essentiel de sa politique étrangère. On l'a vu lorsqu'on a déploré sa réaction tout à fait disproportionnée, à la limite du grotesque, lorsque le Premier ministre israélien a répondu favorablement à l'invitation de John Boehner, le chef des Républicains au Congrès, à la Chambre des représentants, pour délivrer son speech du 3 mars, la manière dont les Américains, enfin la Maison-Blanche, ne mélangeons pas les Américains, le Congrès et la Maison-Blanche, donc cette administration-là avait réagi d'une manière tout à fait hystérique, à la limite de l'hystérie. On ne trouve plus de mots suffisamment durs pour parler de Netanyahou. Je passe sur le lâche, je passe sur le chicken shit, tout ce qu'on a pu dire sur le Premier ministre israélien, qui est assez dégradant. Et sur les apartés avec Sarkozy. Avec Sarkozy. He's a liar. Oui, absolument, he's a liar, mais moi je dois me le farcir tous les jours. Mais c'est plus dégradant pour la personne qui tient de tels propos que pour la personne de qui on parle. Donc on voit ici le président perdre ses nerfs, perdre sa capacité d'analyse et faire de son allié israélien le plus grand ennemi de l'Amérique. On est proche du caca nerveux, là. On est presque dans la diarrhée nerveuse, là, carrément. On est bien plus loin que le caca nerveux. On n'a pas entendu au plus fort du contentieux irano-américain, un président américain, et celui-ci en particulier, s'adresser de cette manière-là à Khamenei, qui tous les jours, la dernière fois c'était vendredi dernier, pas plus tard que vendredi dernier, disait mort à l'Amérique. On n'a pas entendu une fois, une seule, ce président américain tenir des propos qui seraient le quart, la moitié moins durs que ceux qu'il réserve à Benjamin Netanyahou. On n'a pas entendu le président américain tenir des propos pareils à Assad non plus, ni même au président coréen du Nord. Donc il y a ici quelque chose qui ressemble à une haine toute personnelle et qui fait que ce Netanyahou représente tout ce que Obama déteste, ne peut plus souffrir. Cette volonté de revendiquer dans le chef de l'Israélien, une identité forte, c'est-à-dire l'État juif, l'État-nation du peuple juif, c'est quelque chose qui ne cadre pas avec la vision post-américaine de Barack Obama, pour qui, tout cela, ces États-nations, en particulier l'État-nation américain, est à la source de l'essentiel des problèmes qu'aura connu le monde ces dernières décennies. Et donc, il y a quelque chose, une alchimie qui n'a jamais pris entre les deux hommes, et ça ne fait que se dégrader avec le temps. On est désormais dans une guerre diplomatique, il faut l'appeler par son nom, qui sera portée par la Maison-Blanche et, soyons-en sûrs, de façon constante, opiniâtre et cohérente. On en a vu déjà les prémices aujourd'hui, lorsque... Au Conseil des droits de l'homme. Au Conseil des droits de l'homme, les États-Unis ont brillé par leur absence et n'ont pas défendu leur allié. C'est un avant-goût de ce qu'ils réservent aux Israéliens. On a entendu dans l'interview que le président américain a donné à l'Huffington Post qu'il fallait réévaluer, reassessment, de la politique américaine à l'égard d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des propositions toutes sibyllines qui laissent entendre qu'en effet, Israël pourrait ne plus bénéficier du filet de sécurité politique, diplomatique, dont il bénéficiait au Conseil de sécurité, où chaque fois que le sort d'Israël était en jeu, l'Amérique montrait son veto. Sortait son veto. Voilà. Et là, on laisse entendre que l'Amérique, pour punir Netanyahou de son impudence, de sa résistance, de sa volonté de ne pas obéir au chef du monde, pourrait le punir et ne plus jouer de son veto lorsque le E3, c'est-à-dire le groupe de pays européens composé par la France, l'Allemagne et l'Angleterre, va proposer un draft de résolution au Conseil de sécurité. On pourrait voir cette fois, et on y reviendra sur les termes de cette résolution, on pourrait voir cette fois l'Amérique soit ne pas opposer son veto, mais s'abstenir tout simplement, ou même voter pour une telle résolution. Avant d'aller plus loin, il faut bien dire une chose, c'est un jeu dangereux, parce que le sort d'Israël et le sort des États-Unis sont liés, en tout cas pour cette région. Israël a besoin des États-Unis
On l'a suffisamment répété pour que ce ne soit pas questionnable, mais il faut aussi insister sur le fait que les États-Unis ont beaucoup besoin également d'Israël et que dans 22 mois, eh bien, le président américain ne sera plus à la Maison-Blanche et quelqu'un d'autre devra nécessairement essuyer les plâtres et essayer de reconstruire cette relation qui, n'en doutons pas, va encore beaucoup souffrir le temps qu'il est encore à la Maison-Blanche. Alors, cette attitude haineuse, obsessionnelle Oui. d'Obama à l'égard de Bibi Netanyahou nous fait remonter à 1981, Oui. où la dernière fois où les États-Unis ont soutenu une résolution de l'ONU contre Israël, c'était après le raid sur le réacteur nucléaire irakien, aux Irak. Mhm. Depuis lors, jamais les États-Unis n'ont laissé Israël seul dans la tourmente et ont toujours sorti le veto, le joker, le moment venu, pour éviter une condamnation supplémentaire. Mais ça a également une conséquence interne, parce que le chef des Républicains a déjà réagi face à cette menace qui aboutirait à changer totalement la politique de l'administration américaine vis-à-vis d'Israël, qui mettrait à place toutes les grandes déclarations d'alliés indéfectibles, d'amitié éternelle entre les deux peuples, et c'est quelque chose qui pourrait lui coûter cher également en matière de politique intérieure aux États-Unis. Et c'est peut même susceptible de rallier des démocrates aux positions républicaines si jamais il s'agit notamment de faire entériner un éventuel accord avec l'Iran en matière nucléaire et où le Congrès voudrait jouer son rôle, le rôle qui lui est normalement dévolu. Oui, mais alors, on dit de Benjamin Netanyahou qu'il est responsable de la dégradation des relations entre les États-Unis et Israël, et plus particulièrement qu'il est l'artisan de cette dégradation entre Barack Obama et lui-même. Mais c'est pas vrai. C'est tout le contraire. Le grand œuvre d'Obama, quand il arrive au pouvoir, c'est de découpler les États-Unis d'Israël. C'est de mettre ce qu'on appelle en anglais un daylight, une distance entre Israël et les États-Unis. C'est de faire en sorte que cette automaticité du veto américain ne soit plus promis à Israël. Il s'est employé, ça fait 6 ans qu'il... Mais c'est une cohérence qui s'emploie à vérifier. Ça fait 6 ans qu'il s'emploie. Depuis la réélection de Benjamin Netanyahou, tout ce que le président américain attendait, c'était un prétexte. Un prétexte pour dire, maintenant, parce que vous avez déclaré ce que vous avez déclaré le dernier jour de la campagne, nous allons devoir tout réévaluer. Mais c'est ce qu'il recherche depuis le premier jour de son premier mandat. C'est-à-dire, de jeter, comme on dit en anglais, Israël sous le bus. De se débarrasser de cet allié parce que... Un allié encombrant. Mais c'est-à-dire qu'il pense que se débarrasser d'Israël ou prendre ses distances à l'égard d'Israël, c'est une manière de se rapprocher du monde de l'islam, à la fois du monde sunnite et du monde chiite. Et donc, c'est un sacrifice qu'il pense devoir consentir. Il le fait d'autant plus le cœur léger qu'il n'a jamais aimé Israël, qu'il ne comprend pas Israël, qu'il ne comprend rien, strictement rien à l'histoire d'Israël et du sionisme, à telle enseigne que dans son discours fondateur pour le Moyen-Orient du 4 juin 2009, il dira que l'État d'Israël trouve sa légitimité dans la Shoah. C'était une belle manière, dès le mois de juin 2009, de dire que Israël n'a pas de raison historique à revendiquer sa place dans cette ère. Donc, c'était une manière de dire à Israël, votre seule légitimité, c'est vos souffrances dans la Shoah. Pour le reste, vous n'avez pas d'histoire qui vous permette, dans cette région, de dire que votre place est ici. Et c'était une manière de prendre à son compte, d'adhérer au narratif arabe, d'adhérer au narratif palestinien. Et donc, la couleur était déjà donnée dès 2009, dès juin 2009, qui avait provoqué ce même discours, ce fameux printemps arabe, qu'on a appelé printemps arabe, qui était un véritable printemps islamique, et un espèce d'hiver pour le monde arabe, duquel il n'est toujours pas sorti, et le dernier attentat à Tunis le montre, à l'évidence. On le voit avec le chaos qui règne en Libye, qui est devenu une nouvelle Somalie, un nouvel Afghanistan, mais cette fois aux portes de l'Europe. Donc, une véritable catastrophe que ce discours de 2009 qui a ouvert les portes de l'enfer à cette région. Et Israël tient autant que possible le cap dans un océan d'incertitude et dans un océan d'hostilité où tout peut arriver et où tout est déjà arrivé. Lorsque vous voyez du Mali à l'ouest jusqu'aux frontières orientales de l'Irak, c'est un tremblement de terre quotidien, permanent. Il n'y a plus rien qui tient
debout. J'ai parlé de la Tunisie, qui était le théâtre du dernier attentat. Je parlais de la Libye. Les terroristes venaient de Libye, et où c'est promis à rester un foyer, un nid de terrorisme et d'école du terrorisme pour encore bien longtemps. L'Égypte, qui dans le Sinaï est menacée par à peu près toutes les organisations terroristes, qu'il s'agisse d'Al-Qaïda ou bien de État islamique. Et qui subit quasi quotidiennement des attentats. Absolument. Lorsque vous voyez la Syrie, qui est en proie à une guerre civile depuis maintenant, entrée dans sa 5e année, qui a déjà fait plus de 200 000 morts, où se battent Al-Qaïda, État islamique, Al-Nusra, les Iraniens, les forces régulières, des rebelles prétendument non fondamentalistes. Je veux dire, c'est ça la réalité. Lorsque vous voyez ce qui se passe en Irak, qui a été littéralement démembré, qui est déjà dépecé puisque le Kurdistan a fait sécession pratiquement, et puisque désormais le reste de l'Irak est devenu un pays satellite de l'Iran. Lorsque vous voyez le Yémen qui vient de tomber dans l'escarcelle iranienne, lorsque vous voyez le Liban où le Hezbollah fait la pluie et le beau temps, eh bien, on voit que dans cette réalité régionale extraordinairement fragile, extraordinairement dangereuse, riche de périls pour Israël, c'est le moment où le président américain dit aux Israéliens, attention, il faut faire tout de suite des concessions territoriales pour les Palestiniens, parce que moi, j'en ai encore pour une douzaine de mois avant que je sois définitivement transformé en lame duck president. Il faut absolument que vous fassiez ces concessions. Je me fiche parfaitement de ce que l'avenir va vous réserver à vous et de ce que vous serez désormais dans des frontières indéfendables. Mais moi, je suis venu au pouvoir aux États-Unis pour donner un État aux Palestiniens. Quoi qu'il en coûte, il faudra que vous en passiez par mes volontés. C'est de cela dont il s'agit. Et pour arriver à ces fins, il est prêt à tout. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que à partir du moment où il aura brûlé ses vaisseaux, à partir du moment où il aura fait ce qu'il dit, c'est-à-dire priver Israël du soutien au Conseil de sécurité des États-Unis, c'est un fusil à un coup. Avec quoi fera-t-il après cela peur à Israël, puisque il aura utilisé sa bombe atomique une fois, sa bombe atomique politique. Donc l'essentiel concernera les intentions véritables des États-Unis, indépendamment de ce caca nerveux qu'il fait pour l'instant, de cette très très mauvaise humeur qu'il exprime de manière tout à fait inacceptable pour un président d'un pays de cette nature, ce sera de savoir qu'est-ce qu'il est prêt à approuver. Et à quoi sert cette nervosité, cette mauvaise humeur américaine ? C'est pour faire quoi ? C'est pour obtenir On ne peut pas penser que le président d'un pays comme l'Amérique n'exprime que de la mauvaise humeur. Il poursuit aussi un but politique. Objectif. Lequel ? Eh bien, c'est de mettre Netanyahou dans les cordes sur le dossier iranien, de le mettre sur la défensive, de manière telle qu'il soit désormais muet sur le plan iranien. Sur le dossier iranien, qu'il soit tellement sous pression sur le dossier israélo-palestinien que le Premier ministre israélien n'ait plus rien à dire sur le dossier iranien et qu'il laisse les coups des franches à l'administration américaine. Ça, c'est le premier dossier sur lequel travaille Obama et au service duquel sa mauvaise humeur est enrôlée. Le deuxième, c'est d'imposer encore pendant les 42 jours qui seront impartis à Netanyahou pour composer une coalition, c'est-à-dire jusqu'au 7 mai, essayer de forcer ce qui n'a pas réussi avant les élections, c'est de le forcer après les élections et donc d'introduire dans cette coalition des centristes avec lesquels il aurait plus facile à travailler. Troisième chantier sur lequel il s'applique avec cette même colère, c'est d'essayer d'avoir la peau de Ron Dermer, c'est-à-dire l'ambassadeur israélien aux États-Unis, qu'il ne peut pas souffrir, qu'il rend responsable de cette gifle qu'a infligée ou qu'il considère que Benjamin Netanyahou a infligé au président lorsqu'il est venu le 3 mars. Donc il veut sa peau, il veut sa tête, et peut-être aussi à la manière d'Erdogan, après l'affaire du Mavi Marmara, obtenir des excuses, c'est-à-dire humilier Benjamin Netanyahou. C'est à ça qu'il s'emploie. Et au moins un de ces 4 objectifs, il cherchera à l'obtenir, quoi qu'il en coûte. Maintenant, s'il faudra en passer à l'ONU, il y a une chose qui est intéressante, c'est que les Américains disent, dans l'interview du président et ensuite de tous ses porte-flingues, ce qu'il dit, on pourrait imaginer une nouvelle stratégie, une nouvelle politique à l'égard d'Israël pendant 4 mois maximum. Pourquoi 4 mois ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 mois ? Mais 4 mois, nous sommes au mois de mars, vous ajoutez 4 mois, on est au mois de juillet, c'est-à-dire à la fin
du dossier iranien, puisque le dossier iranien, il doit trouver son texte final, sa conclusion finale fin juin, début juillet. Donc ça veut dire pendant 4 mois, je vais vous lier, vous, Benjamin Netanyahou, les mains derrière le dos, je vais vous mettre dans les cordes, je vais vous mettre une telle pression que vous ne pourrez plus rien dire sur le dossier iranien, je vais donc vous immobiliser avec ça. Et c'est ça les 4 mois. Alors pour y arriver, pour faire comprendre ça, il a plusieurs outils, plusieurs armes. C'est la possibilité d'utiliser une résolution au Conseil de sécurité, mais là aussi, il y a des degrés pour manifester la mauvaise humeur. La première résolution du Conseil de sécurité à laquelle les États-Unis pourraient ne plus s'opposer, ce serait par exemple une résolution qui condamnerait la construction dans les implantations. Bon, ça ne mangerait pas de pain, mais ce serait déjà une manifestation de la mauvaise humeur américaine qui trouverait sa traduction dans les textes au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas indifférent, mais on peut vivre avec ça. La deuxième, qui est déjà plus difficile, avec laquelle on vit plus difficilement, c'est de dire des frontières israéliennes qu'elles seront calquées à peu de choses près, moyennant des échanges minimes, sur la ligne de démarcation de 67, ce qu'on appelle improprement les frontières de 67. Ça, ce serait déjà beaucoup plus ennuyeux. Et la troisième, qui elle serait définitivement plus ennuyeuse, mais avec lesquelles on peut vivre, puisque l'Iran a montré qu'on peut vivre avec des résolutions, 6 résolutions assorties de sanctions, ce serait une résolution assortie de sanctions contre Israël. Et donc, qui serait inscrite sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité. Ce serait plus ennuyeux. On ne pense pas qu'on ira jusque-là, parce que pour hostile que soit la Maison-Blanche, il reste un Congrès extrêmement favorable à Israël, dans une très large majorité, même bipartisane, et population américaine très largement bipartisane. Et on voit une mauvaise humeur aussi au Congrès se manifester à l'égard du président, puisque 47 sénateurs républicains sur les 100 ont envoyé une lettre à Khamenei disant que ce que vous allez conclure avec Barack Obama, nous allons le défaire avec le prochain président parce que ça ne sera qu'un accord exécutif et non pas un traité qui a besoin de l'imprimature d'une ratification. Et aussi une autre manifestation de la mauvaise humeur de la Chambre des représentants cette fois, où 360 membres députés, donc sur 435, c'est-à-dire 83% des députés, ont co-signé une lettre envoyée au président dans laquelle ils disent: attention, nous avons notre mot à dire et seul le Congrès a son mot à dire lorsqu'il s'agira, après la conclusion d'un éventuel accord avec l'Iran, de lever les sanctions. Alors, pour aller dans un sens optimiste, un peu plus optimiste, je voudrais relever les déclarations faites par la chef de la minorité de la Chambre, Nancy Pelosi, oui. Qui, après avoir déclaré qu'elle était tout en larmes lorsqu'elle a appris la réélection de Netanyahou, un sentiment épidermique, elle a dit qu'elle respecte les résultats des élections Israël et a promis que les États-Unis continueraient de travailler avec l'État juif. C'est une chose dont il faut prendre acte quand même. Et elle a ajouté: les relations américano-israéliennes ne dépendent pas de personnalité. Il s'agit de valeurs que nous partageons et nous sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble. Bon, good cop. Voilà, on prend acte et nous verrons à l'avenir si les paroles sont suivies des faits. N'oublions pas que pour l'aide militaire à Israël, les États-Unis ont quand même fourni au cours des 5 dernières années 100 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable, notamment ne fût-ce que pour approvisionner l'Iron Dome, le dôme de fer, dans la lutte et dans la défense contre les missiles expédiés sur les civils par le Hamas. Il faut quand même dire que sur ces 100 milliards, 75% profitent aux industries de l'armement américain. Ah oui, mais ça c'est le principe de l'aide liée. Hein, voilà, ça veut dire que ça profite essentiellement aux Américains, sans compter les retombées technologiques dont les Américains bénéficient en première main, parce que ces avancées technologiques sont surtout le fait des Israéliens. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Israël a certes besoin des États-Unis, mais enfin, on ne peut pas négliger le besoin qu'ont les États-Unis d'un pays aussi fiable, aussi fidèle, jusqu'à l'obsession presque d'Israël, comme Israël. Alors on peut peut-être rapidement, parce que je vois que l'heure s'écoule rapidement aussi, rappeler que en ce qui concerne l'État islamique, Daesh, c'est quelques images de l'aveuglement collectif. De l'intoxication, de l'auto-intoxication collective de tous nos dirigeants. Je vais commencer par Obama, bien sûr, qui déclare que Daesh n'est pas islamique,
car ses actions ne représentent aucune religion, et certainement pas la religion musulmane. Il soutient que nous ne sommes pas en guerre contre l'islam, mais contre ceux qui ont perverti l'islam. Donc il se raccroche au discours du Caire en disant que nous ne sommes pas en guerre contre l'islam. Bien entendu, répété par sa marionnette préférée, John Kerry, qui dit Daesh rassemble des tueurs sans pitié qui se font passer pour un mouvement religieux et qui militent pour une idéologie de haine qui n'a rien à voir avec l'islam. La porte-parole Jen Psaki dit les terroristes sont des ennemis de l'islam. Et tout ça, c'est du bourrage de crâne. Jay Johnson, secrétaire à la sécurité intérieure, dit que EIL n'a rien d'islamique. Il n'a rien d'islamique. Voilà, tous des docteurs de la foi islamique. Tous des docteurs de la foi. J'en passe parce que j'ai un petit florilège là, oui. assez complet. Côté britannique, Grande-Bretagne, David Cameron, Premier ministre conservateur, décrit Daesh comme des extrémistes qui veulent abuser de l'islam et qui pervertissent la religion islamique. Il qualifie, lui, l'islam de religion de paix et dénigre les membres de l'EIL en les considérant non pas comme des musulmans, mais comme des monstres. Son ministre de l'intégration, Jess Brokenshire, prétend que le terrorisme et l'extrémisme n'ont rien à voir avec l'islam. Vous voyez le credo qui est poursuivi. Répété, oui. Tony Blair, également, considère que l'idéologie de l'EIL est fondée sur une perversion complète de la véritable religion musulmane. Et Jack Straw dénonce quant à lui la barbarie moyenâgeuse de Daesh, qu'il considère tout à fait contraire à l'islam. On saute la Manche, on arrive dans ce brave pays qu'est la France, avec un président François Hollande qui souligne que les criminels qui ont attaqué Charlie Hebdo et l'hypermarché Cacher n'ont rien à voir avec l'origine musulmane. Manuel Valls, Premier ministre, enchérit en disant l'islam n'a rien à voir avec l'EIL. Même son de cloche chez le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. L'EIL est une organisation qui abuse de l'islam. Cohn-Bendit, qui est devenu le pape de certaines radios, et qui dit il qualifie les assassins de fascistes et non de musulmans. Jusqu'au Japon, où le Premier ministre Shinzo Abe dit l'extrémisme et l'islam sont deux choses tout à fait différentes. J'arrête là parce que oui. c'est véritablement... La coupe est pleine. La coupe est pleine et ça devient... De toute façon, il est 18h moins 20 secondes, le temps de vous dire bonsoir, de vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine. Vous dire que Gérard Grosjean et moi donnons une conférence demain organisée par Huiseau et EJ6C au 109 rue Froissart. Voilà.